directement, c'était image de synthèse et méthode mathématique pour les générer. Ça va être un peu plus vaste que ça. Je vous rassure tout de suite, le but c'est pas non plus de mettre des kilotonnes de maths, c'est que ça reste quand même relativement digeste et agréable. Il y a aussi plein d'images. Alors moi je vais parler vite fait moi dans deux mots. Quentin Anducel, je suis alternant à Intech en semestre 9, il ne me reste plus que 6 mois à tirer. Courage. Et si je vous parle de la 3D, c'est parce qu'à la base c'est une grosse passion pour moi. Parce qu'avant de faire Intech, j'ai fait l'ESTRA 3D, une école d'infographie. Et en fait j'ai complété avec l'Intech derrière, le but étant d'être à l'intersection entre les mondes de la 3D et le développement logiciel. Et toutes les images que vous venez de voir là, c'est quelques 12 ans de pratique d'images de synthèse, donc tout ça c'est de moi. C'est pas non plus super beau parce que je suis pas non plus un artiste dans l'âme, mais j'aime bien bidouiller et toucher tout ça. Bref, donc on va voir ensemble un petit peu l'historique. Quelles sont les bases mathématiques derrière, mais sans trop rentrer au fin fond, hein, parce que je pense que tout le monde a envie d'éviter de faire des maths un jeudi après. Je m'excuse par avance pour les anglicismes, puisqu'en fait c'est un domaine où il y a plein de mots qui sont intraduisibles, et si on essaie de les traduire, ça donne des mots absolument immondes, donc d'avance désolé. Et enfin, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un amateur, donc tout ce que je vais vous dire, bien évidemment, est sujet à caution, et vous êtes bien évidemment libre d'intervenir. Ok, commençons par le commencement. Là, je vais commencer juste une petite interaction. Est-ce que quelqu'un saurait me dire d'où vient cette image? Très joli. Alors, Tron 1982, c'est le premier film dans lequel a été intégré dans le court-métrage quasiment à 80% de l'image de synthèse, de l'image totalement artificielle. Donc en 1982, image par image, les techniciens de Disney ont généré l'image de synthèse dans leur ordi, je vous laisse imaginer la gueule des bestioles à l'époque, et ont fait le premier Tron à l'époque. Celui d'à côté, c'est aussi un objet vachement historique, Myst 1993, je venais juste de naître. C'est le premier jeu vidéo en 3D précalculé, et en 3D, je mets des gros guillemets, photoréaliste. C'est aussi le premier jeu à être sorti sur Mac avant de sortir sur PC, et c'est le premier jeu à être sorti sur CD-ROM, alors que tous les jeux sortaient sur cartouche pour NES. Voilà, donc là vous avez deux points de départ entre guillemets sur l'image de synthèse. Le réel point de départ, il faudra remonter jusqu'en 1957, où on a les premières images gérées par ordinateur. Il faut imaginer les taches de pixels noir et blanc, c'est absolument dégueulasse, mais c'est les premières images réellement générées. J'en ai pas retrouvé la trace malheureusement, mais il faut remonter jusqu'en 57. Ok, avançons un petit peu dans le temps, et voici un remake de Myst en 2004. Donc ça c'est une ordre de grandeur de comment est-ce qu'on a évolué dans le temps pour rajouter des trucs un peu plus classieux. Voilà. Avançons un petit peu. Et là quand même, est-ce que vous pouvez me donner la date? 99, qui dit mieux? 97, pas loin. 95, Toy Story, premier long métrage, donc plus d'une heure, entièrement généré en images de synthèse. Coup d'éclat, Pixar. Et vous savez aujourd'hui que Pixar ne fait qu'enquiller un film par an, tellement c'est rentable. Et puis quelques années après, il y a aussi un point d'étape assez important dans l'image de synthèse. Ça aurait été Gollum, donc 2002. Oui, ça commence à dater un petit peu sur les anneaux. Et Gollum qui est considéré comme le premier personnage en image de synthèse totalement réaliste qui donnait des émotions. Et pas juste... ouais, tout est en 3D. Là, c'est un objet totalement virtuel intégré au milieu du main réel. Depuis, on n'a fait pas mieux. Tout au plus, on intègre des personnages virtuels dans des environnements réels à nouveau, mais on n'a pas réussi à aller au-delà, parce qu'en fait, c'est le maximum qu'on puisse faire. Alors là, je parle d'image de synthèse, C'est quoi une image de synthèse? Déjà, c'est quoi une image? Je propose de voir ensemble un petit peu la théorie globale, puis ensuite passer à l'ordinateur. Une image, eh ben, déjà, c'est de la lumière en mouvement. C'est de la lumière donc, composée de plein de fréquences et longueurs d'onde. Pour rappel, la lumière visible, celle qui nous entoure, c'est une longueur d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Donc c'est très très petit dans tout le spectre électromagnétique. Et de la lumière blanche, la lumière pure, est composée de quasiment toutes les couleurs possibles. Et quand elle frappe un objet, pour rentrer dans les détails, chaque atome qui est percuté par un photon à une longueur d'onde donnée va absorber une partie de l'énergie de ce photon d'énergie et en réémettre une autre partie. Donc il va se retrouver réchauffé, c'est comme ça que si vous mettez une lumière incandescente sur une table, je vous laisse imaginer la chaleur de la table au bout d'un moment, c'est parfaitement normal.
Mais si vous voyez cette table, c'est surtout parce qu'une partie des photons aura été réémis autrement. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le fondamental de comment la couleur, comment la lumière se crée. Et donc évidemment, en fonction des propriétés de l'objet, le rayon de lumière va être dévié, émis d'une certaine manière, en telle intensité, d'une telle couleur, bref, plein de choses qui vont changer par rapport aux compétences, à l'environnement physique qui nous entoure, mais fondamentalement, c'est juste parce que les atomes se prennent le photon, absorbent, renvoient. Bon. De l'autre côté de la chaîne, on a un système optique pour capter une image. Alors, je vous en présente deux qui sont bien connus, que vous avez normalement deux chacun, et un totalement artificiel, mais le phénomène est exactement traité de la même manière. À chaque fois, on a une lentille qui va concentrer les rayons lumineux du monde réel et une zone de projection sur laquelle on va mettre des capteurs. Dans notre cas, des capteurs biologiques, Kohn et Bâtonnet, et dans notre cas, des capteurs photocites qui vont capter les photons et créer un signal électrique dans les deux cas. C'est amusant, l'œil et la caméra sont absolument similaires dans leur fonctionnement. Donc là, c'est lorsqu'on veut capturer de l'image réelle. Et après, une fois qu'on l'a stockée et mémorisée, on va pouvoir la réutiliser, l'imprimer, l'afficher à un ordinateur, bref, tout ce qu'on veut. Mais là, on parle à nouveau d'images réelles. Comment fait-on pour créer une image qui n'existe pas? Une image qui vient d'un monde où il n'a jamais existé, où ce n'est que l'ordinateur qui génère l'environnement, où on applique des textures et à la fin on obtient un truc vachement sombre dans une salle bien sombre. Donc en fait, c'était pas du tout une bonne idée de mettre cette image. Mais. Ouais, il faudrait qu'elle soit bien dans le noir pour cette ambiance-là. Bref. Donc, comment passe-t-on d'un univers virtuel que l'on capture avec une caméra virtuelle à une image finale stockée sur une matrice de pixels? La base, c'est le point. Bon, là, on va faire de la géométrie... excellente idée, les géométrie bas niveau. Dans un ordinateur, quand on veut définir des points, très simplement, on définit des triplets de coordonnées x, y et z pour définir un point. Là. Dans le jargon, on n'appelle pas ça un point, on appelle ça un vertex. Bon, si on définit plusieurs vertex, dans un tableau par exemple, donc plusieurs triplets de coordonnées, on obtient donc les points d'un modèle 3D. Et si ensuite on définit un deuxième tableau de faces, qui vont référencer les vertex dans l'ordre, eh bien on obtient du coup l'association que la face 0, c'est la face composée des vertex 0, 1, 2. Et ainsi de suite. Et bien évidemment, un modèle complexe, c'est un énorme tableau de plein d'associations de points, et tous les 3 points, on crée une face. Et on crée une face, et on crée une face, et on crée une face. Tout simplement. Bon, bien évidemment, vous vous rendez compte qu'en stockant les faces de cette manière-là, à la fin, on obtient des tableaux qui peuvent être très 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 conséquents, et ce ne sont que des chiffres, avec des coordonnées. Enfin, on a un troisième paramètre à prendre en compte, ce qu'on appelle la normale. La normale, vous savez, c'est la droite perpendiculaire à un plan, pour indiquer, entre guillemets, dans quel sens se trouve la face qu'on vient de générer. Pour la générer, cette normale, c'est très simple. Chacun des points qui composent la face est associé lui-même avec un vecteur à 3 dimensions qui va indiquer dans quel sens est ce point. Alors, je mets des gros guillemets sur tout ça. Et ensuite, on fait la moyenne au barycentre de ces 3 vecteurs pour obtenir notre normale. Normale, bon, c'est le petit trait bleu qu'on voit ici qui vous indique dans quel sens se trouve la face. Alors pourquoi on a besoin de calculer dans quel sens se trouve la face? Parce que bien évidemment, si on s'amusait à calculer des faces des deux côtés en permanence, ça serait très coûteux. Vous avez déjà dû, à ce moment, dans un jeu vidéo, vous passez la tête à travers un mur, vous savez, vous ne voyez pas l'autre côté. C'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas à calculer ce côté-là, donc on ne calcule qu'un seul des deux côtés, d'où l'existence de cette norme. Et aussi, comme ça donne un axe virtuel sur lequel on va pouvoir faire plein de calculs, et on définit du coup le sens de notre vecteur de ce point. Ok. Une fois qu'on a une face de polygone, on va peut-être voir mettre des choses dessus. Alors on peut juste associer, on va faire un tableau d'association en disant la face 4, elle est avec la couleur 3. Et bien évidemment, la couleur 3, c'est un triplet rouge, vert, bleu. Et du coup, c'est une couleur donnée. Mais on va peut-être un petit peu que ce soit avec des matières, avec des photos qu'on a plaquées, un peu comme dans la réalité où en fait vous savez, les objets ne sont pas unicolores. Il y a plein de trucs. Donc, solution proposée, c'est ce qu'on appelle l'UV mapping. L'UV mapping, c'est quoi? C'est d'associer à chaque point existant du polygone les mêmes points dans un espace U et V, qu'on n'a pas appelé X et Y, parce que sinon vous imaginez la confusion. Et à partir de là, on peut projeter une image, des pixels, dans l'objet final. Bête et méchant. Et du coup, augmenter le nombre de trucs qu'on peut mettre par polygone. Bon.
Là vraiment c'est le bas du rendu 3D. Alors dans tout ça, là je parle de créer des points, j'ai envie de dire écrire 3 points, je pense que tout le monde l'a déjà fait, écrire 3 triplets de coordonnées sur un logiciel de programmation, c'est pas très compliqué. Par contre très rapidement ça peut être très compliqué, surtout quand on veut faire ce genre de choses. Alors pensez aux développeurs, je sais pas quel terme il y avait à l'époque, aux gens qui ont travaillé sur Tron, ils n'avaient pas d'interface graphique pour faire ça. Ils ont fait les images à la mano en définissant chaque point de manière mathématique dans des éditeurs de texte. Je vous laisse imaginer la souffrance, et image par image, je vous en prie. Bon, deux solutions pour créer du coup ces polygones. Soit vous utilisez un logiciel de modélisation 3D et vous sculptez l'objet, soit vous êtes une grosse feignasse et vous avez un scanner 3D, vous créez l'objet en vrai et vous le sculptez à la main, ou vous prenez un vrai objet et vous scannez l'objet pour le recréer en 3D. Ça, c'est très utilisé dans le milieu industriel justement parce que ça permet d'obtenir rapidement une copie virtuelle d'un objet. Par contre, c'est déconseillé pour ensuite animer l'objet, puisqu'en fait, les polygones créés par un scanner 3D, ça va être des polygones en vrac, entre guillemets, et non pas des polygones qui vont suivre une certaine logique, comme pour un objet organique ici. Vous imaginez bien que le tracé de ces polygones de cette manière-là permet ensuite de déformer le maillage pour qu'un être humain parle. Alors bien évidemment, ça c'est un modèle à basse définition et on peut aller très très loin dans la définition. Alors souvent ce qui est fait, c'est qu'on part d'un modèle à très haute définition qui est utilisé un logiciel de Sculpt, où là on va utiliser plusieurs milliards de polygones, on va aller très très loin. Et puis ensuite on va faire la version à basse définition, et on verra plus tard pourquoi. Alors des logiciels, il y en a une tétrachier, j'en ai mis que quelques-uns. La plupart de ces logiciels de modélisation font aussi rendu, compositing, et l'effet physique. On ne verra pas tout ça parce qu'en effet c'est très large. Mon petit bébé c'est Blender, qui est un logiciel gratuit et libre. Si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. Il a le petit défaut que pour citer beaucoup de gens, sa courbe d'apprentissage est assez hard. Pour citer, on a l'impression de se retrouver devant le pupitre d'une centrale nucléaire. Voilà. Bon, c'est pas pire que les autres puisque Maya, qui est un des standards d'industrie, c'est pareil, on se retrouve avec 15 millions de boutons, c'est juste affreux. Enfin bon, si tout se passe bien, à un moment donné, on obtient en effet un maillage propre, de bonne définition, un dépliage de l'UV mapping, où chaque polygone est associé, et une texture. Maintenant, on voudrait bien que ça ressemble à ça, de faire un rendu. Je vous présente Sintel. Sintel, ça a été la mascotte de Blender pendant un petit moment. Elle a été réalisée à l'occasion d'un film open source. Bref. Donc comment on passe d'un maillage à peu près dégueulasse et mathématique à un truc un petit peu plus joli? On va devoir faire un rendu, d'où le terme, sur une plaque. Alors le terme vient de cette époque bénie où vous savez on utilisait une plaque de substance chimique et on faisait le rendu de l'image sur cette substance photographique. On a regardé le même terme, et c'est le rendering. Première solution de rendering, c'est dans notre monde virtuel 3D, calculer la distance. Ok. J'étais pas prêt. Est-ce que si je... Non. Ok. Ça va, je progresse, j'ai plus le son, mais voilà, merci. Il y a une solution. L'algorithme du peintre, c'est tout con. On prend en effet les éléments 3D dans notre scène virtuelle. On va demander de calculer les polygones de ceux les plus loin, puis on calcule les polygones de ceux devant, et ce, pixel par pixel. L'avantage de cette technique, c'est que les objets vont se recouvrir d'eux-mêmes, et on va peindre les polygones les uns après les autres. Défaut de cette technique, c'est que vous imaginez bien qu'il y a des pixels qui vont se faire retrouver peints une fois, 2 fois, voire 3 fois. Et vous savez tous qu'en bon informaticien que vous êtes, si on fait 3 fois la même opération au même endroit, c'est peut-être pas la meilleure des idées niveau performance. Bon. Du coup, il y a une autre solution, c'est le rasterization. Alors le rasterization, il va avec l'algorithme du peintre. L'idée est toute simple. On a notre monde virtuel 3D, on a notre plan de l'image dans notre caméra virtuelle, et on va faire juste des projetés, point à point, sur notre plan de l'image 3D. C'est extrêmement basique, c'est extrêmement simple. Alors simple, tellement simple que j'ai pas envie de vous faire les maths. Non, en fait, c'est pas simple, parce que ce sont des projections de matrices dans d'autres matrices.
Personnellement, je déteste faire ça. Heureusement, j'ai logiciels de 3D qui font ça à ma place. Mais je pense que Thibaut pourra vous en parler un peu mieux que moi parce que tu veux descendre plus bas. Et vous pourrez me dire, bah, c'est quand même vachement basique, quoi, et on ne peut pas faire grand-chose. Bon, en réfléchissant bien, avec la rasterisation, on peut faire quand même pas mal de choses. Parce qu'en fait, ce sont juste des polygones projetés dans le plan de la caméra. Vous remarquerez qu'il y a zéro effet de texture, zéro effet d'ombrage, zéro effet de matière, zéro volume, mais pourtant, bah, ça marche. On a un monde virtuel 3D rendu dans un plan de caméra. Et ça marche. Bon. Après, c'est pas très folichon. Bon, j'adore les cubes. On voudrait faire mieux, et notamment avoir des ombrages. Alors, solution que Minecraft, par exemple, a fait, justement, c'est d'associer à chaque case une valeur de lumière, calculée en fonction de la distance par rapport à la source de lumière, qui est une torche, etc. Et dans ce cas, c'est très simple, on prend la texture qu'on a avec le VMapping, et cette texture, on lui affiche un pourcentage par rapport à du noir. Tada, on a la luminosité. Bon, par contre, vous imaginez bien, ça va faire des carrés gris, un peu moins gris, pas très gris, très blanc. Voilà. Donc, niveau réalisme, on est encore un peu loin. Solution qui a été imaginée, c'est inspirons-nous du monde réel. On va rendre cette magnifique forêt. Dans le monde réel, la lumière, elle est générée par une source lumineuse, dans notre cas un soleil, et puis ça fait ping, 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 et ça arrive dans notre œil. Et le photon, il va perdre de l'énergie à chaque rebond, et du coup à la fin, il va avoir la lumière réelle qui va arriver dans notre œil. Il suffira d'avoir une caméra et de générer à partir de la source tous les photons. Et de faire tous les calculs de rebond sur toutes les faces, dans le modèle virtuel 3D, et de perdre des photons parce que des fois les photons ils ne vont pas aller dans la caméra. Mauvaise idée. Et vous imaginez bien que le calcul à ce moment-là, il explose. Il explose pas qu'un peu. Solution qui a été proposée. Je pense que je mets un truc. Non, c'est bon. Solution proposée qui est très simple, c'est le ray tracing. Le ray tracing, c'est qu'au lieu de calculer de la lumière qui vient d'une source lumineuse vers la caméra, on va faire l'inverse. On va prendre le plan de la caméra, le plan de rendu 3D, et on va calculer pour chaque pixel. Ping. Ouais, elles sont les sources lumineuses. Là, merci. Bon, bah du coup, toi, tu auras la valeur de la source lumineuse qu'elle a. Un pixel. Et on y va, on fait pour tout le monde. Bon, c'est beaucoup plus élégant. Vous vous doutez bien que dans le monde réel, des fois, on fait ça ping, puis bon, je fais un rebond ailleurs pour dire que, comme ça, j'aurai un reflet de l'objet qui est là. Et puis à la fin, je vais prendre ma source lumineuse comme ça. Bon, là, j'ai fait 2 rebonds. Déjà, ça commence à être un peu lourd. Plus il y a de rebonds, plus la lumière sera réaliste. Mais plus il y a de rebonds, plus vous mettez de calcul en jeu. Bon, donc forcément, c'est un peu le problème de faire ça. Et ça peut être très très lent. Alors, je vais vous faire une petite démo de la lenteur de ce que ça peut donner. César, ouvre-toi, s'il te plaît. Merci César. Donc je vous présente un petit modèle 3D que j'ai plaqué dans un coin. Un petit modèle 3D que j'ai fait sur Blender. Un petit village, etc. Et ce modèle 3D, alors faut pas que je me plante. C'est assez affreux de se trouver comme ça. Ah non, je peux faire là-haut, je suis bête. Ah, j'arrive pas à voir. Alors, un bouton plus haut. Non, c'est pas celui-là. Ok, donc là je vais utiliser le moteur de rendu de Blender qui date il y a 5 ans, qui est Cycle. Et Cycle, il est justement un ray tracer, mais une des générations de ray tracer qui était à peu près propre. Pas tant que ça, parce que là je viens de lancer le ray tracer. Alors, bien évidemment, je fais calcul sur un bon vieux laptop. C'est un quoi? C'est un i5 et il y a une carte graphique intégrée. Donc, je suis heureux, ça mouline assez vite. Façon de parler. Pour vous donner une ordre de proportion, un film comme Shrek, le premier, je ne parle pas des autres qui ont été un peu plus compliqués à faire, sur une machine comme celle-là là, qui nous fait le stream, il faut grosso modo 3000 ans de calcul pour rendre tout le film. Donc bien évidemment, ce n'était pas envisageable. Il faut trouver d'autres solutions. Alors solution 1, on fait des fermes de calcul, on va mettre 40 000 machines en parallèle, et go. Non, et là le prix, vous imaginez qu'on explose, et c'est pas rentable du tout. Allez, tu peux le faire bébé. Courage. Ok, donc là vous remarquerez en effet qu'on a notre modèle 3D qui est projeté tranquille dans le fond de la caméra.
j'ai voulu faire des effets de matière avec de l'eau, donc forcément c'est un peu plus long à calculer. Et là on a des aplats de couleurs, c'est un peu plus facile à calculer pour lui. Pouf, banco. On a mis 1 minute 7 secondes. Voilà, vous vous dites qu'un film c'est 25 images par seconde, donc vous commencez à voir que ça peut augmenter très rapidement de faire un rendu comme ça. Maintenant je vais changer juste un petit truc. Au lieu d'utiliser le moteur de rendu Cycle qui est quand même vachement puissant, je vais utiliser Eevee. Alors Eevee, où est-ce qu'elle est? C'est la première ou la deuxième? Deuxième première? Première. Bonjour Eevee. Eevee, c'est le nouveau moteur de rendu 3D de Blender. Et Eevee, elle a été pensée justement pour un petit peu plus performante. Si elle veut bien se lancer. Merci. Eevee a mis 1,92 secondes pour me rendre la même image. Donc c'est le même procédé, c'est un ray tracer, mais le moteur de rendu et les algorithmes derrière sont beaucoup plus avancés. On vient de diviser le temps de calcul par 10. Ok. Revenons-en à la présentation. Donc le ray tracer c'est un peu l'avenir du domaine, mais ça avance, et ça avance lentement. Là on commence à avoir des rendus relativement intéressants, on en parlera un petit peu à la fin. L'avantage d'un ray tracer, c'est qu'on va pouvoir faire subir à notre environnement 3D plein de phénomènes optiques, phénomènes que vous avez sûrement déjà bien vus, hein, réflexion, j'ai un trou de mémoire, réfraction, à travers des milieux transparents, et ça tombe bien. Le seul moyen de calculer ça correctement, désolé pour la lumière, c'est justement de calculer la trajectoire des rayons lumineux. Mais bien évidemment, vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on va passer sur un milieu transparent, il va falloir faire le calcul. Donc on rajoute des calculs pour obtenir ça. Alors en utilisant toutes ces techniques avec le ray tracing, on peut obtenir de très très belles images, où là je vous laisse imaginer le nombre de rayons lumineux qu'il faut calculer pour obtenir des effets à travers des matériaux transparents. Bon après, quand vous appelez Disney, vous avez les fermes de calcul et les logiciels qui vont avec, bien sûr. Bon, mais il y a des solutions, parce que là on parle quand même de 3D qui est rendu en disant, bon pas grave, on va mettre 1 minute de rendu, roule, pas de problème. De toute façon on a 15 000 machines qui font les images d'après, ça marche. Mais nous, on aimerait bien avoir des trucs en temps réel. Alors nous, les gamers par exemple, on aimerait bien avoir 60 images par seconde s'il vous plaît, hein, parce que sinon je vais me faire fraguer. Et puis, il y a des gens qui en ont besoin. Je donne un exemple typique, un médecin qui a un scanner IRM qui scanne un patient et qui aimerait bien avoir affiché à l'écran le modèle 3D de son patient. Et lui, il ne peut pas patienter 3 jours parce que son patient, dans 2 minutes, s'il n'a pas la solution, il clapse. Enfin, peut-être un truc pour aller plus vite. Bon, heureusement, il y a plein de solutions qui ont été envisagées avant le ray tracing à haute performance qu'on arrive à avoir aujourd'hui, en utilisant d'autres choses. Alors, cette image n'est pas réelle, mais cette image a un truc intéressant, elle a des points d'éclat de lumière, un peu partout. Ce qu'on appelle des lumières spéculaires. Alors c'est un terme anglais, hein, spécular, mais en français c'est pas vraiment traduisible. C'est dû à un phénomène optique très simple, c'est que à partir d'une source lumineuse, genre le vidéoprojecteur, il y a de la lumière qui va rebondir sur tous les objets, et certains objets vont être plus réfléchissants que d'autres, genre le métal de la poubelle là-bas. S'ils sont vachement réfléchissants, ils renvoient la totalité de la lumière. Cool, et du coup je vois mon reflet dans la poubelle. Mais certains objets renvoient qu'une partie, et ça va continuer à rebondir. Et dans les millions de photons, milliards de photons qui rebondissent, certains vont toujours rebondir au même endroit. Et certains objets réfléchissants vont avoir ce petit point de lumière que vous connaissez bien. Vous savez, quand on dessine une pomme, ce petit carré blanc qu'on dessine. Ce point spéculaire qui apparaît ici, n'apparaît que par aberration optique, en fait, de rebonds multiples des photons, qui finissent dans la caméra en disant bon bah j'ai perdu toute mon énergie, mais en fait on est tellement perdu notre énergie au même point qu'en fait au final ça fait du blanc. Option 1 en ray tracing, calculer les millions de photons. Non, mauvaise idée. Donc il a fallu trouver une solution, et c'est le principe de l'algorithme spéculaire. Alors il y en a plein, là objectivement je ne vais pas pouvoir tous vous les sortir, il y a plein de solutions de les calculer. Mais l'idée est tout simple, c'est que quand la lumière arrive sur le matériau, au lieu de dire hey, c'est quoi ta couleur, on va en fait créer un matériau, un shader. Le principe de ça, ça va être pouvoir dire hey, comment je me comporte avec toi? Alors, si on arrive à l'endroit où ça doit être le spéculaire, tu te comportes comme ça, c'est du blanc. Si tu es sur un truc normal, tu dois faire ça. Et si on n'a pas beaucoup de lumière parce qu'on est en ombre, on se comporte comme ça. Deal. Et on fait ça pour chaque pixel. Bizarrement, c'est beaucoup plus efficace. Alors, en gérant les paramètres de matériaux spéculaires, on peut obtenir des matériaux très différents. Là, vous imaginez bien que c'est une sorte de lino comme ce qu'on a sur les tables. Là, on a le satiné d'une bagnole. Là, on a un objet en plastique. Bref, en utilisant juste les algorithmes spéculaires, on peut créer ces phénomènes optiques de matériaux
sans recourir à des milliers de calculs. Avec le temps, on a créé plein de possibilités de paramètres sur ces paramètres spéculaires pour recréer plein de phénomènes. Alors là, je ne pourrais pas zoomer sur chacun des points malheureusement. Et ça peut être très vaste, les cas englobés. Mon préféré, c'est le subsurface, qui permet de calculer des lumières. Alors là, on voit un petit peu dans le coin là-bas. Des matériaux spéciaux comme de la peau humaine qui renvoie la lumière, mais en fait renvoie la lumière, et il y a un peu de lumière qui passe en dessous et puis qui renvoie. Vous savez, c'est ce moment où vous mettez un projo à travers votre main, vous arrivez à voir la lueur rouge de la main qui passe à travers. Ben, en fait, c'est un matériau subsurfacique, comme on dit. Et bien évidemment, quand on veut faire une peau avec un rendu graphique qui ressemble à de la peau, on va utiliser cet algorithme qui va simuler le fait que la lumière passe plus bas, récupère des matériaux en dessous, genre une autre couleur, genre des veines, et ressort. Et on peut aller très loin. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme spéculaire. C'est bien, ça va calculer les points d'éclat de lumière. Mais, maintenant, je vais parler d'un autre petit problème. Les détails. Parce que dans la vie réelle, vous le savez tous, notre peau elle est toute lisse, on est fait de polygones bien carrés, la surface des tables devant vous est parfaitement lisse, votre ordinateur est parfaitement lisse, il n'y a pas d'aspérité. Non, bien évidemment, il y a plein de petites aspérités. Option 1, on calcule tous les polygones de ces aspérités. Et on les fait tous. Et on explose le nombre de polygones en mémoire, et vous avez un joli memory overload. Bon, donc il a fallu trouver une solution. Notamment parce qu'on veut ce genre de jolie image, on arrive à voir les pores de sa peau, on arrive à voir les pores de sa peau, on peut arriver à voir tous les cils en détail, et même elle derrière, on arrive à distinguer ses cernes. C'est super. Et dans les vêtements, pareil, on arrive à distinguer la fibre. Alors, vous imaginez le nombre de polygones qu'il faudrait pour obtenir ça. Bon. Donc, il y a une solution, c'est le bump mapping. Le bump mapping, ça va être de dire sur une surface polygonale simple, c'est une sphère, hein, ça reste simple, c'est plein de polygones. On va appliquer une texture en noir et blanc qui va, lors du calcul du spéculaire, tricher et dire au spéculaire, alors en fait, à cet endroit-là de la texture de bump mapping, tu renvoies un petit peu plus la lumière, un petit peu, ou un petit peu moins. Et du coup, on peut obtenir ce genre d'effet, pour obtenir une orange, une boule de basket, je n'arrive pas à distinguer. Et on peut obtenir ce genre de matériau. Et le lino que vous avez devant vous s'obtient très rapidement avec le bump mapping. L'avantage, polygone, on n'en a qu'un. On a une texture chargée une seule fois en mémoire pour tous les polygones. Et à chaque fois, bonjour, je voudrais vendre ce pixel. Ouais, va voir la mémoire. Va voir la texture. Ouais, c'est ça. Voilà. Efficace, simple, rapide. Bon, le problème, c'est que, vu qu'on est sur une texture en noir et blanc, on ne peut calculer que des déformations sur l'axe vertical par rapport au plan calculé. Donc, solution proposée pour aller plus loin, ce serait vachement bien qu'on puisse calculer des sortes de faces intermédiaires sur la face. Option 1, on rajoute plein de faces. Non, on ne peut pas le faire. Donc par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, en fait, la face réelle, elle est là, on n'a qu'une seule face, mais on a des sortes de faces virtuelles avec des normales intermédiaires pour tricher sur la déformation de la lumière. Et on dira que, lorsqu'on calcule le point lumineux ici, on va récupérer cette normale virtuelle. Qu'à cela ne tienne, on va créer cette surface virtuelle. Et à chaque point de la surface virtuelle, on va donc avoir un vecteur qui va nous dire dans quel sens se trouve la normale. Et ensuite, si on a un vecteur donc de x, y et z, on peut donc le transposer facilement en valeurs rouge, vert et bleu. Et on les stocke comme ça dans une texture qui va indiquer de combien on se décale. Donc vous imaginez bien que là, sur l'axe z bleu, ben on reste à 100%. Cool. Alors là, c'est un peu bleu et un petit peu sur l'axe X, rouge en même temps. C'est lui là. Donc ben, ça devient un peu rouge, rose, etc. Et c'est comme ça qu'on obtient des matériaux de normal. On obtient donc un matériau de texture et un matériau de normal. Alors pour obtenir ces matériaux de normal, bien évidemment, option 1, on est des gros tarés Photoshop et on arrive à les recréer à la main tout seul. Parce que vous savez manipuler vous-même tout seul des fichiers RGB couche par couche. Soit vous avez un logiciel qui vous le fait, et c'est le cas. Dernière option, et c'est le cas par exemple pour notre amie Lara Croft de tout à l'heure, on crée un objet virtuel à très haute résolution, du genre plusieurs milliards de polygones. On crée l'objet basse résolution, et ensuite on dit au logiciel « Hey, projette l'objet à très haute résolution sur celui du dessous et génère-moi la carte de normale associée s'il te plaît. » Donc souvent c'est une opération un peu coûteuse, mais en fait on précalcule des polygones virtuels. Et c'est comme ça que sur des personnages qui parfois sont
Allez, je vais reprendre Lara Croft parce que en ce moment je suis en Tomb Raider, donc forcément j'ai pris des images de Tomb Raider. Lara Croft, elle est à 120 000 polygones. C'est déjà conséquent quand on pense que la première Lara Croft, vous savez, celle qui était très polygonale, c'était une centaine. Le modèle d'origine, c'est 2 milliards de polygones. Vous imaginez une carte graphique, on lui dit hey, mange 2 milliards de polygones. Non. Alors si, il y a des cartes graphiques qui savent le gérer. Ce sont des quadros professionnels qui ont des mémoires de 16 gigabits dans la carte graphique. Pas de problème, là elles encaissent. Mais c'est des cartes graphiques à 3 000 € l'unité. Un petit peu chaud. Alors je vais faire une petite démo pareil pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on a... Alors, c'est un peu compliqué, toujours le double écran. Hop, s'il te plaît. Donc j'ai les fichiers de la texture que je vous ai présenté. Et je vais réouvrir une instance de Blender, s'il te plaît. Ouais. Oui, d'accord, j'ai compris, je te fais calculer trop tout en même temps, t'as l'image. Ça reste un petit laptop. Jadis, j'en ai grillé 3. Et mon pote m'a dit, tu fais du graphisme toi? Oui, je suis gamer. Ah bah, arrête les laptops. Donc là, vous avez une surface polygonale, donc 4 points, hein, pas plus, dans lequel j'ai branché les 3 matériaux. Alors il y en a 3, il y a la texture de couleur, la normal map et une que je ne vais pas vous présenter pour entrer dans le détail. Mais du coup, on obtient un modèle 3D ici, et si je m'amuse à tourner autour, vous avez l'illusion que, miracle, il y a plus de volume, plus de polygones. C'est génial. Alors qu'en réalité, il n'y en a que deux triangles, 2 pauvres triangles côte à côte, et une texture de plaqué. Et du coup, bien évidemment, je peux calculer ça en temps réel, ça ne coûte rien. Alors si, ça coûte un petit peu de place en mémoire, mais ça coûte pas de temps de processeur. Ok. Alors, une normale map, voilà, on peut parfois avoir des personnages beaucoup plus complexes. Je vous laisse imaginer le nombre de polygones déjà qu'il y a derrière. Et des normales maps beaucoup plus complexes. Mais c'est toujours moins complexe que de balancer 2 milliards de polygones dans la tronche du processeur et de la carte graphique de l'utilisateur lambda. Et on peut passer par des étapes intermédiaires. Ok, et du coup si on fait une dernière petite démonstration, là on a un modèle 3D très simple, auquel on a plaqué la couleur. Si on plaque la texture de normal map on le voit en haut, ça n'a pas créé de polygone en plus, hein. On a juste déformé comment la lumière arrive dessus. Et puis après, il suffit de rajouter des lumières et magie. Ok. Et c'est comme ça qu'on obtient, oui, toujours Tomb Raider, je sais. On obtient des surfaces très complexes avec des détails, des éléments 3D, du relief. Quand elle va bouger sa lanterne, les ombres ici vont changer. Mais en fait, c'est juste le calcul de lumière va juste poser la question à la texture. Hey, comment je me comporte ici? Pose la question à la texture en mémoire. Merci. Pouf, pouf. Et rien de plus. Ok. Alors là, je commence à vous décrire justement les dialogues qui en permanence sous tout le pipeline. Les données brutes, ça va être les données 3D. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les étapes qui se font, puisque le but est à la fin d'écrire le pixel. Et bien souvent, hein, dans un jeu 3D, on n'aime pas juste se balancer la texture, l'effet de matière et la lumière dessus. Non, on va rajouter d'autres trucs, genre il y a du brouillard, et puis en fait on bouge vachement vite, donc il y a un flou de mouvement, et puis en fait il pleut, donc on a sur la caméra des impacts de pluie, donc il faudra calculer toutes ces étapes les unes sur les autres pour obtenir notre image virtuelle. Alors là je parle maintenant du temps réel, on serait sur du statique, prendre du temps de calcul ça ne demande rien. Alors là j'ai mixé 2 bibliothèques, je ne vais pas vous mentir, descendre plus bas dans le niveau bas niveau, avec les bibliothèques, les dialogues avec la carte graphique et CUDA et compagnie, ça sort complètement de mon champ de compétences. Genre taper dans le fil, ça, d'accord, okay, je le saurais. Et retaper un petit peu, d'accord, je vais savoir. Toujours est-il que ces technologies ont énormément évolué. On pense en effet à l'image de Tron au début, où c'est en effet juste un fichier texte, et tous les éléments décrits, et calculés en brut. Là aujourd'hui on arrive à faire des ray tracers quasiment en temps réel. Nvidia a annoncé ça il y a 1 an et demi maintenant. Vous arrivez à prendre ça en temps réel de manière assez pertinente. Alors les moteurs de rendu, je vous ai montré tout à l'heure la différence entre 2 moteurs. Alors j'aurais voulu en trouver plus, mais il y en a certains qui sont quasiment inconnus du grand public ou alors ils n'ont pas de nom.
Parce qu'en effet, une des solutions élégantes, c'est de cumuler dans le moteur de rendu 3D, les moteurs de rendu d'effets spéciaux, les moteurs de rendu de physique et de particules, et tout en même temps. Ce qui fait que du coup, vous pouvez superposer des cycles de processeurs et optimiser tout ça. Objectivement, je ne sais pas rentrer dans les détails dans ce genre d'environnement. J'espère que quelqu'un aura la foi à un moment donné de faire un comparatif entre tous les moteurs de rendu 3D, sachant qu'ils ont énormément évolué ces dernières années, parce qu'il y a une énorme demande due à un phénomène très simple que vous connaissez déjà, la VR, qui implique d'avoir du temps réel, non pas sur un écran, mais sur deux en même temps, en tout petit et en 4K, je vous prie, en temps réel. Donc bizarrement, il y a eu une énorme accélération du développement des rendus là-dessus. Et du coup, le futur là-dessous, donc en effet, on a eu la présentation l'année dernière des percées de NVIDIA sur ce sujet. Je vais lancer la vidéo après, mais je voulais aussi parler d'un petit truc qui était vachement sexy que j'avais trouvé. Au lieu, lorsqu'on veut faire du rendu temps réel, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir à quoi vont ressembler les images qui suivent. Comme ça, on précharge dans le buffer les ressources. Et NVIDIA a essayé de tenter le coup avec l'IA, parce que c'était le truc à la mode. Et ça marche plutôt bien, puisqu'en fait, avec des modèles prédictifs, on peut essayer d'anticiper quelles sont les ressources des 4, 5, 10 images qui vont venir très rapidement. Et en fait, de sacrifier un petit peu de temps de processeur pour anticiper ces images, enfin les ressources nécessaires pour ces images, et les précharger dans la carte graphique avant d'eux, et ben ça fait gagner des cycles. Et c'est comme ça que NVIDIA a pu tricher depuis les 3 dernières années sans sortir le ray tracing. Alors là, ils l'ont sorti. Ça reste à l'état de truc très expérimental, mais alors je vais essayer de mettre le son à pleine puissance parce que c'est très relou. Merci. Il faut se dire que tout ce que vous voyez là à l'image, c'est du temps réel qui a été calculé directement. Il n'y a pas eu de moteur qui a mouliné pendant des mois pour obtenir ça. Tous les effets de lumière, de rebond, les spéculaires que vous voyez partout. Et c'est du ray tracing, c'est-à-dire que ce ne sont pas... Enfin, il y a les matières de spéculaire qui permettent de gagner des temps de calcul, cumulés avec les photons qui rebondissent de partout. Avec des matériaux réfléchissants, etc. Tout le petit jeu en fait en 3D et dans le rendu d'image de synthèse, c'est de tricher. Partout où on peut tricher, on y va. Si vous avez des trucs hors champ, voire derrière une fenêtre loin, c'est une image statique. Merci, au revoir. Pas besoin de plus. Et on fait juste le rendu d'une image statique. Les reflets, si on peut les précalculer d'avance, parce qu'en fait c'est un objet statique qui va être en face, on les précalcule, on les garde en mémoire. Alors c'est aussi dû au fait que ces 20 dernières années, la mémoire vive, les mémoires graphiques ont pu être augmentées de manière assez démentielle. Du coup on peut mettre en cache des quantités monstrueuses de ressources et donner l'illusion ensuite à l'utilisateur que j'ai tout calculé. Non, t'as rien calculé, t'as juste été voir en mémoire ce qui existait déjà, tu l'as affiché et roule. Et après c'est quelques petits dessins, genre l'exemple typique de l'aberration graphique qui est ici, c'est du ray tracing, mais du ray tracing calculé à partir d'un objet déjà calculé qui va être projeté dessus. En fait. Comme ça on peut tricher sur tous ces matériaux. Ok. Alors, le deuxième truc dont je voulais parler, c'est les moteurs hybrides, justement, toujours avec NVIDIA. C'est justement le fait que on s'est rendu compte que la rasterisation, bon, c'est marrant, mais c'est pas très efficace, et le ray tracing, bah, c'est efficace, mais c'est coûteux en ressources. Et ces dernières années, on a essayé au maximum de mélanger les différentes techniques, de mélanger et d'optimiser les deux options. Ce qui nous a donné, ce que vous avez vu tout à l'heure avec Eevee, qui est capable de rendre du temps réel. Vous avez vu que la matière, la plaque qui se rendait en temps réel, alors qu'il y a quelques années, ce genre de rendu avec des effets de matière, etc., à chaque mouvement de ma caméra, je comptais 10-15 secondes. Vous imaginez jouer avec 10-15 secondes de lag de rendu, infaisable. Et vous imaginez sauver un patient avec un truc qui met 10-15 secondes de rendu, impossible. Alors, j'ai essayé de faire vite sur tout le sujet, parce que malheureusement, vite, c'est façon de parler, il y a énormément de choses qui existent dans le monde de l'image de synthèse, qui sont tout un tas de techniques justement pour gagner du temps, pour travailler, pour dessiner les formes de modèles 3D plus rapidement, ou faire du rendu plus joli. Je ne vais pas les aborder, si vous avez des questions, on pourrait avoir vite fait ça à la fin, parce qu'en effet, il y a énormément de petites techniques à droite à gauche pour... je crois que j'ai fini, voilà, j'en ai eu tout. Pour afficher l'image des images de synthèse.
Voilà, j'ai fini, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, d'éteindre la lumière, ça endort tout le monde, hein, j'ai remarqué. Il y en a certains qui disent « Ah, c'est dur, j'y arrive pas. » S'il n'y a pas de questions, on va passer à Thibaut. Sauf si tu as besoin d'un peu plus de temps. Ou on peut faire une pause aussi. Ok. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que pour les films d'animation qu'on voit à la télé, est-ce que c'est le même procédé, les mêmes méthodes de Oui. Oui. C'est la même chose qu'ils utilisent ou pas? Même procédure. Après, alors j'ai pas parlé de tout ce qui est la phase animation. En fait, sur ce genre sur des animations à la télé, ce qui est le plus coûteux, c'est le temps où tu as un animateur qui va passer des heures et des heures et des heures et des heures à bouger le personnage, synchroniser les... Et après le rendu, une fois que c'est lancé, c'est des fermes de calcul. Et ils attendent quoi, 2 jours de calcul, et ils ont leur film en sortie et roulent. Mais c'est la même procédure derrière. Voilà. Est-ce qu'ils utilisent le même logiciel? Alors dans l'industrie, tout ce qui est animation, on va privilégier Maya et 3ds Max et ZBrush, qui sont les ténors du marché. Mais ces 2 dernières années, Blender a un petit peu donné un gros coup de pied dans la fourmilière, puisqu'il est très performant, il est open source et gratuit en plus. Donc vous imaginez, Maya coûte dans les 3000 € le poste. Voilà, c'est un monstre qui fait 40 gigaoctets installés. Gros bébé. Mais c'est le standard de l'industrie, et Blender est en train en ce moment de bousculer l'industrie, notamment avec Eevee. Vous avez vu le temps de rendu qui est juste démentiel. On a moins d'une dizaine de secondes pour rendre du ray tracing sur une carte graphique qui déjà a 5 ans. Il y a des trucs qui changent en ce moment. Après, ça dépend ce qu'on va en faire. Ouais. Du coup, pour les jeux vidéo, t'as dit que c'était la même chose que l'animation? Oui, alors sachant qu'en fait un jeu vidéo, toute la problématique c'est qu'on va créer les assets, on va créer les modèles 3D, les textures, les normales, les modèles d'animation, et tout ça on crée un bundle, un personnage utilisable par exemple, et là on va le balancer dans le moteur de rendu, donc genre Unity, Unreal, CryEngine, etc., qui lui va prendre toutes ces ressources et l'exploiter. Et c'est le même pipeline, on crée le modèle 3D et on l'exploite. Et après tu fous du code dessus, bien évidemment. Et qu'est-ce qui fait que, genre, dans un film, tu dois envoyer ça dans une ferme et tu dois attendre longtemps avant d'avoir un truc, et dans le jeu vidéo, c'est direct? Alors, parce que le jeu vidéo, justement, ce qu'on veut, c'est du temps réel. Donc il y a plein de trucs qui sont faits pour tricher. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur des cinématiques ou ce genre de choses de faire pause. Et vraiment pause, de regarder la tronche de l'image et vous vous rendre compte que dans des cinématiques, en fait, vous avez que le personnage principal qui est en train de parler et le fond c'est flou. En fait, ou alors les textures sont absolument dégueulasses dans le fond, ou alors la caméra elle fait en sorte de bouger tellement vite qu'il y a du motion blur en fait, donc c'est flou et c'est normal. Parce qu'en fait, on est sur du jeu vidéo, on se concentre sur de l'action. Alors que dans un film, le but c'est de faire des jolies images quand même. Et tout à l'heure, on pense à Moana justement que j'ai montré. Le but c'est quand même d'avoir un truc qui ait de la gueule. Et là, par contre, l'eau dans Moana, aucun moteur de rendu 3D temps réel à l'heure actuelle ne sait le faire. Impossible. Parce que là, on a trop de calculs de lumière. Ou alors, bah, on dira que l'eau, elle n'est pas si transparente que ça. Oui, mais alors le directeur esthétique a dit que ça se passait dans les îles du Pacifique et que l'eau, c'est un peu l'élément graphique important. Donc en fait, non, c'est mort. Voilà. Et c'est là où tu te retrouves à devoir mettre des fermes de calcul. Je vais donner un exemple. Alors là, si, en fait, je l'ai. C'était le petit bonus. Oh mon dieu. Alors ne jugez pas, ça date il y a 5 ans, parce qu'il fallait que je fasse une bande démo à la sortie de l'école. Je vous laisse imaginer la tronche du bébé. Sésame, ouvre-toi. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Tu as 2 instances 3D ouvertes, pas longtemps. Est-ce que je peux avoir VLC s'il vous plaît? On avait des films à rendre en fin d'année. C'était des courts-métrages qui duraient quoi, 3 minutes. Et on avait plein d'éléments graphiques dans la scène. Ben, on n'a pas eu le choix, il a fallu mettre tous les ordinateurs des 4 salles en mode esclave, toutes reliées à un seul PC, et on a lancé toutes les machines en ferme de calcul. Et même comme ça, il nous fallait 3 semaines pour rendre les 4 films de la classe. Voilà. Et pourtant, on avait des grosses bêtes avec des grosses cartes graphiques, on avait des i7 à bord, et il n'y avait pas le choix. Parce qu'en fait, on avait beaucoup de places de calcul,
on avait des effets, on avait des particules qui se faisaient, il y avait la physique qui se calculait. Donc bien évidemment, ça nous a coûté très très cher en rendu. Et le petit jeu, c'était l'équipe qui réussissait à compresser son temps de rendu le plus sans perdre en qualité, ce qui faisait qu'il pouvait recommencer plusieurs fois parce que ah merde, finalement, on pourrait peut-être l'avoir en bleu. Oui, bah ça va reprendre 4 jours de calcul, pas grave. Voilà, donc c'est le genre de truc où en effet, la 3D en réel aurait un gain dans ce domaine, elle l'a, et Eevee justement qui est arrivé sur Blender est un énorme changeur, puisqu'il va permettre de faire ce genre de truc en temps réel. Donc peut-être que l'industrie va être obligée de changer ses standards, ou pas. Ça va dépendre totalement des décisions purement politiques ou artistiques. Voilà. Ah, j'arrive pas. Bon, pas grave, dans ce cas, je vais faire ceci. Bien, la moto n'est pas réelle. Donc là, le modèle 3D, bien évidemment, je me suis dit, pas les couilles, c'est important, c'est qu'il bouge. Il n'y a pas que de la 3D, il y a aussi des trucs, des effets spéciaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où est-ce qu'on va prendre?